Vous l'avez compris, nous allons nous intéresser à l'intelligence artificielle et au droit. Et je voudrais prendre à titre préliminaire quelques instants pour vous dire ce dont il ne sera pas question aujourd'hui. Il ne sera pas question d'intelligence artificielle et de responsabilité pour des dommages causés aux biens et aux personnes. Donc il ne sera pas question de voitures autonomes, il ne sera pas question de drones, il ne sera pas non plus question de robots. Il ne sera pas non plus question d'intelligence artificielle ni de propriété intellectuelle, donc pour ces algorithmes qui copient des toiles de maître comme celles de Rembrandt ou Picasso, ou qui même permettent de créer parfois des plans ou des objets. Pourquoi prendre ces précautions? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une conférence porte sur le droit et l'intelligence artificielle, eh bien, elle se présente toujours à l'aune de l'une de ces deux thématiques juridiques. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de considérer l'intelligence artificielle comme un outil au service du droit. Et je vais très probablement en étonner certains, peut-être en décevoir d'autres, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est installé dans notre histoire juridique. Donc ça n'a pas quelques mois, ça n'a pas un an, ça n'a pas 2 ans d'existence. Je voudrais pour preuve remonter aux années 1960 et plus précisément, je voudrais citer les travaux du barreau de l'Ohio aux États-Unis qui ont permis l'avènement de la base de données Westlaw. Donc Westlaw, concrètement, c'est un outil d'aide à la recherche documentaire. Je voudrais citer, pour un exemple européen, la base de données Monidata, qui est également à la recherche documentaire. Pour mes compatriotes français, aussi. L'accès au droit. Donc on a ici une couleur très axée au droit. Quand je parle d'intelligence artificielle et de droit, j'aime toujours prendre quelques instants pour introduire mon propos sous un aspect technique. Et je n'ai que quelques instants, donc il va falloir être efficace dans ce que je vais vous expliquer. Et je vais tout simplement vous dire qu'on a 3 stades aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. On a le stade originel de la soft intelligence. On a le stade intermédiaire qui est celui du machine learning. Et puis on a un stade ultime, je l'appelle ultime, qui est celui du deep learning. Alors, est-il besoin de revenir sur le stade de la soft intelligence? Je ne le pense pas. C'est exactement ce dont je viens de vous parler, donc des outils d'aide à la recherche documentaire. Je pourrais néanmoins citer 2 exemples canadiens. Je pourrais vous citer Socwish, je pourrais citer la référence, son pendant français, Légifrance, que je viens de citer, mais on pourrait dire aussi Dalloz. Et vous l'aurez compris, il s'agit en fait de se connecter à une base, de remplir un formulaire de recherche au moyen de mots-clés, de valider votre demande de recherche et puis d'attendre un retour de réponse documentaire. Le deep learning, c'est un stade que je vais volontairement laisser de côté, tout simplement parce que c'est un stade qui semblerait, et j'utilise volontairement le conditionnel, poindre dans la science juridique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me focaliser sur le machine learning, qui est donc ce stade intermédiaire, mais je me focalise dessus parce que c'est ce stade qui sous-tend l'ensemble des algorithmes que vous connaissez, l'ensemble des algorithmes qui sont médiatisés et que peut-être pour certains d'entre vous, vous utilisez déjà. Quand on n'a que quelques instants, comme je dis, il faut être efficace, il faut être percutant. Et l'efficacité dont j'ai besoin, je vais aller la chercher chez Yann LeCun. Yann LeCun, c'est une éminence internationale en matière d'intelligence artificielle. Il dirige le centre de recherche en intelligence artificielle de la société Facebook. Et il compare les algorithmes du machine learning à des livres pour enfants. Alors concrètement, vous le savez, les enfants entre 2 et 4 ans sont friands de ces livres d'images dans lesquels ils vont apprendre les animaux, dans lesquels ils vont apprendre les instruments de musique ou encore les couleurs. Donc concrètement, l'enfant va passer plusieurs journées, plusieurs semaines, plusieurs mois à lire et relire ces livres. Et il va progressivement apprendre. Et plus tard, lorsqu'il sera mis face à une situation qu'il ne connaît pas, il sera capable de mobiliser ces connaissances-là pour passer avec succès l'épreuve inédite qu'il a devant lui. Concrètement, c'est exactement la même chose pour les algorithmes du machine learning. C'est-à-dire que l'algorithme, à l'image d'un enfant
qui apprend, eh bien, va apprendre des données qu'on va lui fournir donc pendant des jours, pendant des semaines, pendant des mois. Et on va attendre de lui eh bien, que comme cet enfant, lorsque une situation inédite va lui être proposée donc, pour qu'il puisse la résoudre, eh bien, il puisse capitaliser, mobiliser ses connaissances, pardon, j'aurais dû dire mobiliser ses connaissances, pour eh bien, résoudre avec efficacité cette fameuse situation inédite qu'on lui propose. Pourquoi une image de chat? Pourquoi une image de voiture? Pourquoi une image de maison? Tout simplement parce que ce sont les premiers exemples très simples, mais qui ont démontré l'efficacité des algorithmes du machine learning. Je voulais finir avec un petit exemple qui a une couleur un petit peu particulière pour nous les juristes. C'est l'exemple des spams et nous le devons à un professeur de droit américain qui a une double casquette d'ingénieur informatique. Donc ce professeur de droit, lorsqu'il prend sa casquette d'ingénieur informatique, eh bien, il nous dit que les spams sont d'origine biélorusse. Donc concrètement, vous l'aurez compris, il va falloir que l'algorithme du machine learning apprenne que eh bien, quand un mail entrant dans votre messagerie est d'origine biélorusse, c'est donc un spam. Les choses vont se corser si par hasard vous avez un ami ou une connaissance professionnelle qui serait d'origine biélorusse. Alors concrètement, que va-t-il se passer? Eh bien, il va y avoir une matrice cognitive qui va être mise en place par l'algorithme et qui va être la suivante. À 99%, un mail entrant dans une messagerie qui est d'origine biélorusse doit être considéré comme un spam et donc potentiellement doit être mis à la corbeille. Mais le 1% qui reste, c'est un pourcentage d'incertitude qui va servir à venir vérifier la qualité de l'expéditeur du mail. Et donc, si vous avez été attentif, vous m'avez vu introduire des notions de probabilité. Et c'est ici l'un des points qui font la différence entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Concrètement, l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des principes de mathématiques, c'est des principes fondés sur de la statistique, fondés sur de la probabilité. Et donc, vous aurez compris le titre de notre conférence, les outils statistiques d'aide à la décision juridique. Alors concrètement, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'intelligence artificielle qui vient créer des outils juridiques. Ces outils, ils sont créés pour la communauté des juristes, c'est-à-dire pour le législateur, pour l'administration, pour les juges, pour les avocats. On pourrait même citer éventuellement le shérif, son pendant français, l'huissier. On pourrait également citer les notaires, les conseillers juridiques, c'est-à-dire les juristes d'entreprise et bien d'autres. Le problème que l'on a aujourd'hui pour la première fois dans notre histoire juridique, c'est que l'intelligence artificielle vient proposer des outils juridiques, mais ces outils posent des questions juridiques, et ce, à la lumière des grands principes du droit. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, j'allais dire en masse. C'est-à-dire qu'on a un phénomène de questions juridiques à la lumière des grands principes qui se passe en phénomène de masse. On a eu bien sûr par le passé des outils qui ont posé problème, ou qui ont posé certains problèmes. Donc on peut penser à l'expertise, on peut penser également à la preuve, mais à chaque fois qu'on avait un problème, il était résolu eh bien, sous l'angle d'une question très précise et dans le cadre d'une cause en particulier. Là, avant même qu'on ait des causes, avant même qu'on imagine d'autres choses, on a déjà des problématiques qui se posent. Alors concrètement, ces problématiques, elles sont de deux ordres. Soit on a une intelligence artificielle qui propose des outils qui viennent améliorer le droit, soit au contraire, on a une intelligence artificielle qui vient poser des obstacles juridiques qui sont quand même assez forts. Ce que je vous propose, c'est que tout simplement, on voit ces outils qui améliorent le droit et qu'ensuite on voit ces outils qui posent de vraies questions juridiques. Quand les outils améliorent le droit, là on va voir quand même pas mal d'outils. Et ce que je vous propose, c'est de commencer immédiatement avec ce que je considère quasiment comme le point d'orgue de cette conférence. Ce que je vous demande, c'est pas tant de retenir, j'allais dire, le nom de l'outil que je vais vous présenter. Ce que je veux, c'est plutôt que vous reteniez les possibilités juridiques qu'il offre et surtout comment il s'articule, cet outil, avec les grands principes de droit. Bon, cet outil, c'est Do Not Pay, vous l'avez peut-être reconnu pour certains d'entre vous. Ça n'est pas un avocat robot, comme son nom l'indique, c'est simplement ce qu'on appelle un chatbot, donc un assistant de conversation. Concrètement, vous avez un utilisateur qui va venir se connecter à une plateforme, vous avez un jeu de questions-réponses qui va s'engager avec l'utilisateur, et à l'issue de ce jeu de questions-réponses, eh bien, on va attendre du chatbot qu'il nous fournisse eh bien, en fait, une solution.
Alors pourquoi le nom de Do Not Pay? Parce qu'à l'origine, cet outil s'adresse aux automobilistes qui ont écopé d'une amende et qui ne veulent pas la payer. Ce que j'aurais dû vous préciser, c'est que l'outil est d'origine britannique, donc ça veut dire qu'au départ, il se focalisait uniquement sur les automobilistes britanniques, et puis aujourd'hui, progressivement, l'outil est en train d'investir le marché américain. Cette parenthèse étant fermée, donc je reviens à mon automobiliste qui ne veut pas payer son amende, eh bien il a la solution de se connecter à cette plateforme internet. Il va donc s'engager dans ce jeu de questions-réponses avec le chatbot. En général, c'est des questions qui portent sur le contexte factuel de l'amende. Et à l'issue, eh bien l'automobiliste s'attend à avoir une proposition juridique viable pour pouvoir contester son amende. Vous avez eu des déclinaisons qui sont apparues par la suite parce que l'outil a très bien fonctionné. Vous avez notamment une déclinaison qui s'adresse aux sans domicile fixe, c'est-à-dire aux itinérants qui souhaitent réclamer un logement de la part des services de l'État. Plus récemment, c'est-à-dire ces dernières semaines, vous avez une déclinaison qui est apparue pour aider les locataires face à des propriétaires récalcitrants pour régler d'une façon pacifique leurs problèmes. Je vais maintenant vous présenter deux autres applications qui, à ma connaissance, ne sont pas encore en fonctionnement, mais qui pourraient l'être. C'est quelque chose qui se met particulièrement à cœur aux créateurs de cet algorithme. La première déclinaison sera à destination des réfugiés pour leur permettre de comprendre le droit du nouvel ordre juridique dans lequel ils sont accueillis. Donc concrètement, vous avez une déclinaison linguistique pour que le réfugié puisse comprendre dans sa langue le nouveau droit qui va lui être appliqué, puis vous avez une vulgarisation également du droit pour qu'il puisse le comprendre. La dernière déclinaison s'adresse cette fois-ci aux personnes gravement malades. C'est l'idée ici de venir les soutenir en termes d'informations juridiques par rapport au droit de la santé, par rapport au droit au logement, par rapport au droit de la famille, par rapport au droit du travail. Je vais maintenant vous présenter un outil qui n'a jamais fonctionné, d'accord? Donc on est vraiment ici dans un projet qui reste au stade universitaire. Ce projet, nous le devons au professeur de droit dont je vous ai parlé quand je vous ai présenté l'exemple des spams. Et ce professeur de droit, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais je le redis, il est américain. Sa nationalité, elle est importante parce que vous savez que du point de vue du droit constitutionnel, les États-Unis sont un État dit fédéral. Ça veut dire que vous avez trois paliers législatifs en vigueur, le palier municipal, le palier des États fédérés, puis le palier de l'État fédéral. Et chaque palier est libre de prendre des normes. Et notre professeur de droit américain fait le constat que certaines activités commerciales, au titre desquelles l'activité de constructeur immobilier est soumise à des normes provenant indifféremment de ces trois paliers législatifs. Donc, l'idée de ce professeur, c'est de proposer un outil qui viendrait moissonner l'ensemble des lois issues de ces trois paliers, applicables à la construction immobilière, pour venir les injecter dans les logiciels d'aide à la construction des architectes. Donc, ce projet, je le répète encore, n'a jamais existé, mais méritait quand même qu'on en parle un petit peu. Alors concrètement, quelles sont les questions que l'on peut se poser à l'aune des grands principes du droit? Je vous dirais qu'ici, on est quasiment dans le cas d'école. On est dans l'accès au droit, on est dans l'accès à l'information juridique, on est dans l'accès à la justice. Si je reprends chacun des exemples que je viens de vous proposer, commençant par l'automobiliste. Vous voyez bien que l'automobiliste veut contester une amende, qui est ce que l'on pourra appeler ici au laboratoire de cyberjustice à l'Université de Montréal, un montant de basse intensité, qui finalement ne mériterait pas vraiment un investissement financier pour aller louer les services d'un avocat qui serait cher, ou même d'aller devant une cour. Donc là, on amène de la décision juridique à l'automobiliste avec une proposition de contestation juridique. Pour ce qui est du logement, vous voyez que c'est exactement la même chose. On vient amener le droit, donc la décision juridique, là où elle n'existait pas. Peut-être que ces personnes n'auraient pas pensé avoir des droits, n'auraient peut-être pas eu les finances également pour se battre. On parle ici d'une catégorie de personnes qui peut être considérée comme des personnes
vulnérables ou au moins en situation de faiblesse pour certaines. Et puis quand on pense à l'outil de ce professeur de droit américain, eh bien ici on est là encore sur l'apport en fait du droit, l'apport de la décision juridique. Je ne voulais absolument pas parler de ces grandes entreprises qui ont une assise mondiale. Ce que je voulais parler, je vous ai dit que l'exemple était un exemple américain, c'était parler de cet entrepreneur qui exerce dans un petit village au fin fond de l'Ohio, au fin fond du Tennessee ou du Dakota. Donc peut-être une personne qui n'a pas encore les moyens financiers d'aller louer les services d'un avocat et qui, grâce à ce type de projet, eh bien, pourrait être content d'avoir de l'information juridique qui lui est directement applicable. Je vous propose maintenant de nous intéresser à l'avocat. Alors l'avocat, pour ceux qui connaissent le sujet, vous me voyez arriver, on va parler de Rose bien sûr. Ross, c'est quoi? C'est absolument pas un avocat robot comme il est très souvent présenté. Ross, c'est un outil d'aide à la recherche documentaire, c'est un outil d'aide à la stratégie dans un dossier juridique. Et puis vous avez son pendant français qui est Predictis. Alors Predictis, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Predictis va vous permettre eh bien, de connaître le montant d'indemnité qui a été alloué dans des dossiers précédents qui ont déjà été jugés par les juges. Vous avez également la possibilité de connaître la pertinence de vos arguments juridiques et puis aussi vos chances de succès dans le cadre eh bien, d'un procès. Alors bien évidemment, quand on regarde comment les outils peuvent se placer par rapport aux grands droits et libertés, ça ne paraît pas évident du premier abord. Alors ce que je vous propose, c'est de repartir sur l'actualité de la procédure civile ici au Québec. Ce que je vous demande, c'est de repenser à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile au 1er janvier 2016. Le code met l'accent sur les modes alternatifs de règlement des litiges. C'est-à-dire que concrètement, on redonne une place d'importance aux parties et on leur demande de faire tous leurs meilleurs efforts pour régler d'abord d'elles-mêmes la situation. Et ensuite d'aller chercher le juge et de ne pas d'abord se précipiter vers le juge. Alors une fois qu'on a dit ça, quand on se rappelle de ce que Ross et Predictis proposent, vous avez ici de l'aide à la décision pour l'avocat. Concrètement, s'il connaît les montants qui ont été alloués dans le cadre d'un dossier, s'il peut juger eh bien, ses chances de succès dans le cadre d'une cause, peut-être que justement il pourra mieux conseiller son client sur aller d'abord vers des modes de règlement alternatifs des litiges ou aller vers le juge. Et l'idée, c'est vraiment d'aller vers les modes alternatifs de règlement des litiges. Donc quand on est ici dans un premier aspect qui est l'esprit eh bien, de la réforme du code de procédure civile, on n'a dit qu'une seule chose. Ce que je vous propose, c'est que maintenant on tire un petit peu la pelote, parce qu'il y a d'autres choses à dire. Si on va vers les modes alternatifs de règlement des litiges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas voir le juge. Si on ne va pas voir le juge, ça veut dire qu'on participe au désengorgement des tribunaux. Mais on va encore tirer un petit peu la pelote. Si on participe au désengorgement des tribunaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, potentiellement, on participe à rendre à nouveau le principe du délai raisonnable effectif. Je vais maintenant vous parler d'un outil qui est moins dans la décision juridique, plutôt dans l'aide à la rédaction. Donc on est plutôt ici sur de la logistique. C'est un outil qui est à destination des juges. Là, je vous présente un projet universitaire qui a lieu en France pour les magistrats à la Cour de cassation française, donc qui est le pendant de la Cour suprême du Canada, mais en France. Et ici, concrètement, c'est l'idée de faire en sorte que la voix du juge puisse se transformer en écrit, qui serait inséré automatiquement dans un modèle d'arrêt préétabli. Et là, vous comprenez encore qu'on vient gagner du temps et on vient peut-être redonner à nouveau du délai raisonnable, rendre ce délai raisonnable effectif, mais cette fois-ci au niveau des cours suprêmes. Je vais finir avec un dernier exemple où on est complètement dans de l'aide à la décision et cette fois-ci c'est pour le législateur. Là je vous présente un projet qui est le fait d'un professeur de droit aux Pays-Bas et vous êtes ici dans de l'algorithme prédictif. Le but du jeu c'est que vous avez une loi qui est actuellement en cours d'écriture, donc qui n'a pas été présentée au législateur pour être votée et l'idée c'est de venir anticiper l'entrée en vigueur et comprendre quelles pourraient être les conséquences de l'entrée en vigueur de la loi qui est en train d'être écrite, donc en termes de conséquences du point de vue social, du point de vue également des finances et pourquoi pas observer d'éventuelles contradictions avec d'autres lois. Et vous l'aurez compris, on vient ici tout simplement sauver peut-être de l'argent public.
On vient également peut-être anticiper une loi qui aurait eu des conséquences désastreuses si elle avait été votée. Donc on vient ici permettre aux législateurs de reprendre peut-être le texte d'une loi, de reprendre la loi intégralement avant qu'elle soit rentrée en vigueur. Je vous propose maintenant de nous intéresser aux outils qui cette fois-ci posent des problèmes juridiques, et on va parler de ce que je vais appeler je vais dire de façon très populaire, quelque chose qui est tarte à la crème, c'est en tout cas ce qu'on dit en France, c'est la police prédictive. Alors la police prédictive, c'est un outil américain qui fonctionne quasi exclusivement en Amérique. On aurait quelques traces en Europe, dans certaines villes de l'Angleterre. Mais je vous présente cet outil. Cet outil, il a pour vocation de prédire où le crime va être commis, quand le crime va être commis, et surtout quelle sera la nature du crime commis. Et vous avez même une ville américaine, la ville de Chicago, qui a décidé d'aller plus loin et de mettre en place un listing des 400 criminels les plus dangereux. Donc elle vient même prédire, cette ville, les 400 criminels qui risquent de commettre une infraction. Quand je parle de cet outil, traditionnellement, les gens me disent « Ok, c'est Minority Report, rapport minoritaire, c'est le film avec Tom Cruise, et là vous avez tous en tête cette image de Tom Cruise qui arrête des gens qui n'ont pas commis de crime. » Oui, c'est un fait. On ne peut pas arrêter des personnes qui n'ont pas commis de crime. Je pense que c'est un principe qui est universel à tous les ordres juridiques. On va toute raison garder. C'est-à-dire que cet outil a le mérite d'alerter la vigilance des policiers sur certaines peut-être époques de l'année à risque, certains lieux à risque. Mais en attendant, quand vous écoutez le professeur Benakiev, ce qu'il vous dit, c'est que tout simplement, c'est des choses qu'on sait déjà faire. C'est-à-dire que le crime, on sait le prédire. Le crime, en général, il va avoir lieu quand c'est des périodes de vacances. Le crime, il va avoir lieu quand c'est des jours de paye. Parce que c'est des éléments logiques. On est ici sur des éléments criminels qui se passent toujours dans une certaine répétition parce que les criminels ont un certain confort à répéter les mêmes gestes et on a une certaine logique. Ce qui pose vraiment problème dans le cas de la ville de Chicago, c'est que cette fois-ci, on a des personnes qui viennent être visées. Alors, vous avez déjà un problème d'atteinte à la vie privée virtuelle, mais on pourrait parler, parce qu'il y a plein d'autres arguments à débattre, mais bon, celui-ci en particulier, l'atteinte à la vie privée virtuelle aussi, c'est-à-dire qu'on a une partie des informations concernant ces criminels qui sont moissonnées sur Internet. Ça pose problème parce que ces informations, elles peuvent être périmées, c'est-à-dire qu'elles sont anciennes, elles ne sont plus d'actualité. Quand vous êtes adolescent, vous n'avez plus les mêmes accointances amicales quand vous êtes adulte. Et puis surtout, ces données, elles peuvent être mensongères. On sait très bien que sur Internet, les gens ont tendance à mentir, surtout quand on est adolescent. Et ce qui se passe dans Internet aujourd'hui, c'est une très grande bibliothèque que je vais appeler une bibliothèque intemporelle et qui conserve tout. Ça pose problème, donc si ces données sont moissonnées par les services de police, qu'elles sont fausses, pas d'actualité, qu'elles jouent contre vous. Puis surtout, on a un autre problème, c'est qu'on va avoir ici une ville qui établit sa propre liste de criminels. Mais si toutes les villes établissent leur liste de criminels et que ce sont des listes aussi importantes, ça va poser problème. Et on peut se poser aussi la question de la rupture d'égalité entre les citoyens, de la discrimination aussi. Encore une fois, je l'ai dit, je suis sélective parce que j'ai un temps de parole limité, mais on pourrait bien évidemment en reparler. Je vais vous présenter maintenant un dernier outil, toujours américain, toujours un algorithme prédictif. Cette fois-ci, on est à destination du juge. C'est un algorithme qui permet de prédire la récidive des criminels qui sont donc devant un juge qui est en train de les juger. Et là, au lieu de parler de ces grands principes comme je l'ai fait jusqu'à présent, je vais vous raconter l'histoire de ces deux personnes. Et peut-être qu'à rien qu'en voyant l'image, il y a des choses qui vous sautent aux yeux. Mais ces choses-là qui peuvent vous sauter aux yeux, je ne vais pas en parler. Je vais simplement vous dire ce qu'il en est. Vous avez d'un côté une petite jeune fille, c'est une adolescente. Sa maman lui a demandé d'aller à l'école chercher sa petite sœur et malheureusement, elle est en retard. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend un vélo d'un enfant de 6 ans qui traîne, là, il n'y a pas de cadenas, il n'y a pas d'antivol, elle le prend. Puis vous imaginez bien qu'une jeune fille sur un vélo d'enfant de 6 ans, ça ne fonctionne pas. Et elle s'en rend compte, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle laisse le vélo de côté. Sauf que c'est trop tard parce que la maman de l'enfant à qui appartient le vélo a vu, a appelé la police et la jeune fille se fait arrêter.
De l'autre côté, vous avez ce monsieur, braqueur multirécidiviste. Lui, il utilise des armes. Des armes, c'est vraiment quelqu'un qui est connu dans le milieu. Il s'arrête à un poste essence, il fait le plein de sa voiture et puis il décide de braquer le pompiste. 80 $. Donc vous avez deux crimes, je ne vais pas parler d'équivalence, mais d'un côté un vol d'enfant d'un vélo d'enfant, puis de l'autre 80 $. Les algorithmes vont dire quoi? La jeune fille a quasiment 100% de chances de récidiver. Le braqueur multirécidiviste n'a quasiment aucune chance de récidiver. Et bien sûr, je vais vous raconter la fin de l'histoire parce qu'il y en a une, c'est que la jeune fille n'a jamais récidivé. Le braqueur multirécidiviste a recommencé à faire des braquages avec des armes. Alors en conclusion, parce que bien évidemment il faut conclure, je voudrais évacuer un mythe qui est très persistant dans la communauté des juristes, c'est le mythe de la robotisation. On a beaucoup parlé d'avocats robots, je vous ai présenté Do Not Pay, je vous ai parlé de Ross aussi. On parle du juge robot, ça c'est une chercheuse belge qui en parle. Et puis on parle également du législateur robot, ça c'est un sénateur français qui en a parlé très récemment. Je vais aller chercher un élément d'efficacité chez Yann LeCun, toujours Yann LeCun. Et je vais vous présenter ce gâteau. Ce gâteau, il est magnifique, surtout quand il est 17 h. Et ce gâteau, il est composé de 3 éléments. Vous avez des cerises, vous avez un glaçage, et puis vous avez le gâteau. Alors concrètement, la cerise, aujourd'hui, en termes d'intelligence artificielle, d'après Yann LeCun, c'est quelque chose que l'on sait faire. Le glaçage sur le gâteau, en termes d'intelligence artificielle, pour Yann LeCun, c'est aussi quelque chose que l'on sait faire. Le gâteau, qui représente l'aspect cognitif de l'intelligence artificielle comparable à l'intelligence humaine, en termes d'intelligence artificielle, aujourd'hui, d'après Yann LeCun, c'est quelque chose que l'on ne sait pas faire. Donc en conclusion, si je n'ai qu'une cerise et du chocolat, ça veut dire que je ne peux pas vous proposer un gâteau au chocolat, je vous propose qu'une cerise au chocolat. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, du point de vue technique, on n'a pas les éléments pour pouvoir remplacer le juriste par une machine. Donc je vous dirais, n'ayez pas peur de cette intelligence artificielle qui arrive en droit. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christelle. On va maintenant prendre